Voilà. Donc, bonjour mesdames. Nous allons commencer cette deuxième session autour de la nouvelle et du concours de nouvelles de la RSLA, concours 2024. Et on en était, donc la fois dernière, j'ai posé les grands jalons de qu'est-ce que c'est une nouvelle et comment faire et comment plonger pour se mettre à écrire. Et cette fois-ci, on va un petit peu travailler sur la réécriture du texte. Alors, je sais que vous n'en êtes pas forcément là, mais c'est intéressant aussi à savoir quel type de démarche c'est. Et une fois encore, je vais me permettre de partager avec vous mon écran. Ce sera plus simple pour découvrir ce que je voulais vous montrer. Alors, OK, mes tableaux blancs. Pourtant, j'avais préparé mon... Alors, je vais l'ouvrir. Et ensuite, je crois qu'il faut que j'arrête le partage et que je le reprenne pour vous. Donc, on est où? Zoom, zoom, zoom. Voilà. Je vous ai perdu. Ah, vous voilà. Alors, arrêtez le partage et puis je vais le recommencer. Voilà. Partager l'écran. Voilà, cette fois-ci, il est ouvert. Très bien. Est-ce que vous le voyez? Ouais, c'est bon pour vous? Oui. Ouais. On va aller, tout ça, on a fait la fois dernière. Voilà. Et on retrouve donc concours de nouvelles. La fameuse phrase, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Alors, donc, cette session est particulièrement destinée à la relecture et la réécriture. Et c'est pas complètement inadéquat, vu que Sophie me racontait là tout de suite qu'elle avait déjà tout écrit le premier jet de sa nouvelle. La première nuit, ça l'avait inspirée. Laure disait qu'elle, elle avait vraiment nourri, voilà, elle avait lu des choses, elle avait réfléchi, il y avait plein d'idées qui étaient venues, mais c'était pas encore à l'écrit. Et toi, Émilie, tu en es où? Juste que je sache un peu. Nous, en fait, enfin, moi, j'avais une idée en partant en fait d'une peinture de ma mère, Oui. parce qu'elle peint aussi, elle fait de l'aquarelle. Et en fait, je suis partie de l'idée de cette peinture-là pour commencer à raconter une histoire, un peu notre histoire, on va dire, mais de façon plutôt une fiction Mhm. par rapport à l'événement qui nous est arrivé avec mon père. Et du coup, j'ai commencé à écrire pas mal de choses. Donc, ma mère, elle a relu, elle a trouvé que l'idée était intéressante et elle a commencé en fait à écrire un peu les premières lignes et surtout faire le lien avec l'incipit qui est imposé. Ok. Et après, là, en fait, ce qui nous manque, c'est vraiment quelle histoire raconter, quelles sont les péripéties qu'on va mettre en place, quel est le message qu'on veut transmettre. Voilà, enfin, on est un peu, on arrive un peu à cette étape-là. D'accord, super. Bon, ben, en tout cas, vous vous y êtes lancées toutes les trois. Oui, Ça a ouais. bougé et ça a fait des choses. Donc ça, c'est super. Alors, en fait, quand vous commencez à écrire et quand vous avez quelque chose qui arrive sur le papier, il va falloir vous poser quelques questions en le relisant. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que j'ai un texte qui est organisé, structuré? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est suffisamment tendu? C'est-à-dire que dans une nouvelle avec un nombre de pages limité, il y a quelque chose où tout doit servir, c'est ce qu'on disait. Et est-ce que c'est accrocheur? Alors, ça, c'est le contexte général. Et puis, je vais un petit peu, je veux dire, préciser les questions. Je vais me poser la question de savoir comment le lecteur entre dans mon récit. Évidemment, pour cette fois-ci, vous n'avez pas à vous poser si l'accroche est efficace ou non. Quoique, bien sûr, vous avez cette phrase en incipit et tout de suite, il faut rebondir avec la phrase. Il faut que la personne se dise, ouais, d'accord,
mais et quoi? Et donc, il faut vous emparer de cette phrase pour peut-être la commenter, glisser tout de suite dessus pour commencer le récit. Donc, c'est aussi de voir comment vous allez jouer avec cette phrase que vous êtes obligé de mettre en début. Ensuite, vous allez voir quel est le narrateur que vous avez choisi et si ça fonctionne. Est-ce que c'est un je, un il et qui raconte? Vous allez aussi vérifier s'il y a un élément déclencheur et un enjeu. Et c'est un petit peu différent. L'élément déclencheur, c'est un équilibre, comme on a vu l'autre fois, je dirais, qui se rompt. Il y a quelque chose d'une stabilité. Bon, l'exemple, c'est celui qu'Émilie, tu pourras nous donner. Vous avez une vie de famille équilibrée avec les biens et enfin, le bon et le moins bon, hein, comme dans toute vie de famille, mais tout à coup, il y a la maladie qui s'invite. Et ça, c'est l'élément déclencheur de l'histoire, de cette histoire-là. Et on peut même appeler ça un élément perturbateur. L'enjeu, par contre, tu parlais de message, ça va être de qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui est important dans ma nouvelle comme propos. Donc, c'est un petit peu différent. Vous allez voir aussi, vous allez regarder, une fois que vous l'avez écrit, si votre personnage, celui qui est là du début à la fin de votre nouvelle, a évolué entre-temps, s'il s'est passé des choses pour lui. Normalement, ça devrait. Vous allez aussi voir si votre récit est cohérent. Alors, un récit cohérent, comme je donne souvent un exemple presque cinématographique, un récit cohérent, c'est un récit qui a un suivi logique. C'est-à-dire que si vous portez, comme moi, du noir, et si on voit un film avec quelqu'un qui porte du noir et qui traverse une pièce pour aller dans une autre pièce, et que dans cette autre pièce, il a tout à coup un pull rouge, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas cohérent. Mais dans la cohérence, il y a aussi la question de savoir si vous donnez assez d'informations et en même temps pas trop. Donc, il s'agit de donner suffisamment d'informations, ce qui n'est pas toujours facile quand on part d'une histoire qu'on connaît nous-mêmes, parce que même si vous la fictionnez, si je veux dire, cette histoire, vous la connaissez, vous. Et des fois, il y a des choses ben oui, qui vous semblent évidentes et qui ne le sont pas quand la personne ne connaît pas l'histoire. Donc, donner assez d'informations et en même temps ne pas embrouiller avec trop de détails le lecteur. Après, vous allez aussi jouer avec l'ordre des idées et des paragraphes. On peut les intervertir en fonction. Des fois, on s'aperçoit qu'on a parlé de certains éléments au premier paragraphe et encore au quatrième paragraphe. Donc, tous les éléments, vous allez les mettre ensemble pour pas pour que ça soit tenu. Mais ça peut aussi être que finalement, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas ou que ce serait plus intéressant de dire quelque chose avant autre chose. Tout ça, vous allez le voir en relisant. Alors moi, je trouve très important de voir si vous vous ennuyez en relisant votre nouvelle, parce que ça m'arrive fréquemment de relire un texte et évidemment, on le relit pas qu'une fois. Et donc, il y a des passages où je me dis, oh, je vais un peu plus vite parce que ça, je connais, ça m'ennuie, etc. Et je me dis que c'est parce que je l'ai relu plusieurs fois, mais en réalité, c'est peut-être parce que c'est trop long ou c'est réellement ennuyeux. Et ça, c'est important de l'accepter, de s'en rendre compte et de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Et puis aussi, la chute. Est-ce que la chute est compréhensible, d'une part? Et est-ce qu'elle est bien trouvée? Et est-ce qu'elle est impactante suffisamment? Pourquoi je dis ça? Parce que on a tendance à en mettre toujours un peu, comment je dirais? Un peu plus. C'est-à-dire, on a trouvé une bonne chute et puis on se dit: «Non, mais il faut que je dise ça encore et que je dise ça encore» et très souvent, quand je relis avec des personnes avec qui je travaille les textes ou les nouvelles, on remonte à quelques lignes, au-dessus de la chute finale parce que, ben, on a rajouté des choses qui ne sont pas utiles. Donc c'est intéressant d'aller voir ça. Et puis, il y a une question aussi qui est importante de dire: «Est-ce que je suis restée fidèle à ce que je voulais faire au début?» Ça arrive souvent et c'est normal et c'est pas du tout, négatif, que vous soyez parti sur une idée et puis que finalement cette idée, elle dérive vers autre chose. C'est absolument pas un problème, sauf qu'il faut retourner au début et peut-être la façon dont vous avez emmanché votre récit au début ne correspond plus à cette évolution. Donc voilà,
de bien voir le sens des choses. Donc ça, c'est vraiment des grandes questions qu'on peut se poser quand on relit sa nouvelle ou même son premier jet. Alors, améliorer un premier jet, améliorer un texte, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a tendance, quand on commence à rédiger, surtout si on ne rédige pas souvent, à faire une phrase pour chaque information et du coup, ça donne une sorte de style assez haché. Alors, je vous ai donné un exemple là sur la page. Un jour, Amandine a décidé qu'elle allait visiter le jardin sauvage. Elle a trouvé une échelle, elle y a grimpé. Quand elle est arrivée de l'autre côté du mur, elle a vu le jardin sauvage. Elle a été émerveillée. Du coup, ça fait ta 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 ta. Et donc, si je veux l'améliorer, je vais dire un jour, Amandine décide d'aller visiter le jardin sauvage. Grimpant sur une échelle, elle parvient de l'autre côté du mur où elle contemple, émerveillée, un autre monde. Et là, il y a quelque chose de fluide qui s'installe. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a simplement mis un participe. Souvent, on dit que le participe présent peut être lourd, mais là, ça permet de fluidifier les choses. On a donc mis grimpant au lieu de grimper. L'adjectif émerveillé inclus dans la phrase. Et on a aussi utilisé le présent au lieu du passé. Et ce présent, c'est pas systématique, parce qu'on peut tout à fait prendre un autre temps, mais c'est un temps assez utile parce qu'on est avec la personne au moment présent et donc on rentre dans le texte facilement. Donc, à vérifier, et on y reviendra les temps. Et donc, je vous ai mis, et vous le relirez, mais améliorer un texte, puisque vous avez reçu, je crois, mes envois l'autre jour avec le PowerPoint, etc. Vous l'avez bien reçu? Oui, très bien, merci. Ok, ça marche. On a bien reçu le PowerPoint parce que, par contre, j'avais une question parce qu'il y a Oui, un lien où vous renvoyez en fait je crois, à Google Photos oui, et, euh, et en ça fait, marche pas. ouais, ça fonctionne pas. Ok, alors, comment normalement, et pour aucune, ça fonctionne? Non, j'ai pas réussi non plus. Ah, bon, ok, merci de me le dire, on va vérifier ça ensemble. Parce que dans la séance précédente, il y avait des nouvelles que vous n'aviez pas lues. Je Oui, crois qu'il y en avait deux. et, Et, qui, euh, et, et du et- et coup, j'ai fait qui, des je pense, c'était photos. dans le lien de Oui, Google absolument, Photos, mais absolument. sauf que ben, on ne le voit pas en fait. D'accord. Non, mais je vais essayer de trouver une solution pour ça. A priori, ce qui est bizarre, c'est que normalement, quand ça fonctionne pas, ça veut dire qu'on me demande de vous autoriser. Et si je donne le... Mais je vais vérifier ça. Merci de me l'avoir signalé. Donc, on reprend notre petit texte autour de Amandine. Un jour, Amandine a décidé qu'elle allait visiter le jardin sauvage. Elle a trouvé une échelle, elle y a grimpé. Quand elle est arrivée de l'autre côté du mur, elle a vu le jardin sauvage, elle a été émerveillée. Le jardin était vraiment différent du jardin de papa. Chez papa, tout était en ordre. C'était toujours propre. La pelouse était toujours tondue. Les fleurs étaient belles. Mais le jardin de ce côté-ci du mur était en désordre. Il avait un air mystérieux. Amandine était fascinée. Elle a aperçu son chat. Son chat avait un sourire magnétique. Son expression disait « Venez avec moi, suivez-moi ». Alors le chat a disparu dans la forêt. Amandine l'a suivi. Ils sont arrivés à une statue. La statue était sur un socle. La statue représentait un petit garçon avec des cheveux frisés, des ailes dans le dos et un sourire triste. Un petit ange. Amandine a remarqué qu'elle ressemblait au petit garçon. Son chat était posé à côté de la statue, son nez au ciel, comme un roi ou une reine. Le jardin sauvage, c'était son royaume. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais texte. Et on le sent un peu à la fin, il y a quand même quelque chose d'un peu haché. Donc l'idée, c'est, OK, j'ai ce texte-là, mais comment je fais pour l'améliorer? Alors je vous lis, parce que vous allez l'entendre à l'oreille. Un jour, Amandine décide d'aller visiter le jardin sauvage. Grimpant sur une échelle, elle parvient de l'autre côté du mur, où elle contemple émerveillée un autre monde. Chez ses parents, l'ordre domine. Tout est propre et bien soigné, la pelouse est toujours tondue, les fleurs belles, les parquets cirés. Ici, en revanche, le désordre règne. Les plantes poussent partout, les mauvaises herbes prolifèrent. Fascinée par ce monde nouveau, mystérieux, Amandine aperçoit son chat, dont le sourire semble vouloir dire « Allez, venez avec moi, suivez-moi ». Lorsqu'il disparaît dans la forêt, Amandine le suit jusqu'à une statue montée sur un socle représentant un petit garçon aux cheveux frisés. Il a des ailes dans le dos et un sourire triste. Il semble à Amandine qu'elle lui ressemble. Son chat s'assoit à côté du dieu de l'amour, son nez au ciel comme un roi ou une reine. Le jardin sauvage, c'est son royaume.
La différence, c'est pas seulement le fait qu'il y a quelque chose qui s'unifie ou enfin qui se fluidifie, qu'on lit comme un récit, comme on raconterait une histoire à un enfant le soir avant d'aller se coucher. La différence aussi, c'est qu'il y a un travail d'auteur. Et un travail d'auteur, c'est d'aller souligner les endroits où le message est, enfin, où on veut vraiment dire quelque chose, les choses qu'on veut vraiment dire. Donc, par exemple, quand on dit chez ses parents, l'ordre domine, et alors on cite tout d'affilée. Tout est propre et bien soigné, la pelouse est tondue, les fleurs sont belles, les parquets cirés. Voilà, ça met un rythme, ça c'est une première chose. Ici, en revanche, le désordre règne. Les plantes poussent partout, les mauvaises herbes prolifèrent. Et donc, vraiment, l'idée qu'il y a deux mondes et que ce qu'elle découvre, et que ce qui est important pour elle, c'est qu'elle découvre un autre monde plus sauvage, plus désordonné, et qu'elle sort de, on pourrait même aller vers une métaphore de, elle sort de l'enfance, en fait. Et donc, il y a quelque chose qui est dans ce deuxième texte mieux dit, un message qui est mieux donné que dans le premier. Ce n'est pas qu'une question de fluidité. Et par exemple, on explicite qui est ce petit garçon, qu'est-ce que, voilà, la position du chat. Il y a un monde qui est le monde des humains et l'autre, c'est le monde du chat. Et pour... Aïe, je vais trop vite. Oui, c'est ça. Alors, et donc, on voit mieux l'ordonnance des idées dans les différents paragraphes dans cette amélioration. Donc, on a bien le début de la visite, l'ordre chez les parents contrasté avec le désordre du jardin, Amandine qui suit son chat et trouve une statue, le jardin et le royaume du chat. Et cette organisation est montrée, le fil rouge est montré beaucoup plus clairement dans la deuxième partie que dans la première. Alors, une fois que j'ai dit ça, les questions généralistes pour le contenu de votre nouvelle, l'amélioration de la fluidité générale, il est maintenant temps de relire votre récit et là, il y a différentes choses à voir. Par exemple, le temps que vous avez choisi. Et c'est vrai que quand on choisit un temps, ça peut tout à fait changer le relief de votre texte. Alors, je vous montre comme 3 possibilités avec la même phrase et comme ça vous donne un peu les effets que ça fait. Donc, on a une combinaison passé simple imparfait qui est assez traditionnelle. Les enfants faisaient le tour du lac, il s'arrêta et laissa sa femme le rejoindre. Après, on a une combinaison imparfait passé composé qui est un peu plus moderne. Les enfants faisaient le tour du lac, il s'est arrêté et a laissé sa femme le rejoindre. Et puis, on donne plus de présence, même à des faits passés, avec les enfants font le tour du lac, il s'arrête et laisse sa femme le rejoindre. Où là, on est dans le présent. Vous pouvez évidemment choisir ce que vous voulez, mais par contre, ne pas changer de temps. Une fois que vous en avez choisi un, il faut essayer d'être cohérent avec ça. Ça fait partie de la cohérence des temps. Alors, relecture et suppression. Bien souvent, on écrit plus et on en enlève. C'est rare que ce soit l'inverse, mais ça peut arriver. En tout cas, ici, on veut quelque chose de tendu, c'est ce qu'on a vu, et que donc c'est nécessaire d'aller se dire, de dégraisser le texte, là où c'est pas nécessaire. Donc, on va nettoyer, éviter une succession d'auxiliaires être et avoir. Par exemple, et puis on prend des affirmations plutôt que des négations. La place est encombrée par des camions. Des camions encombrent la place. Je ne sais pas, j'ignore. On va choisir des verbes transitifs directs plutôt que des verbes indirects. Je réprimande plutôt que je reproche à. Enfin, tout ça, c'est bon, c'est un peu de la littérature, mais vous allez sentir comment vous pouvez rendre votre texte plus dynamique. Bien sûr, il y a les répétitions d'idées ou des mots qui ont des sens un peu identiques. Et d'ailleurs, il y a une chose importante de ne pas tout dire et de faire des ellipses. Et c'est amusant parce que maintenant, on a de plus en plus le système à la télévision, par exemple, ou enfin dans les Netflix et autres streaming, on a de plus en plus de séries courtes et de séries bien faites. Mais avant, on avait vraiment une différence entre le cinéma et la télévision. Et à la télévision, vous aviez des choses plus longues, c'est-à-dire le personnage disait je vais aller
chez ma mère et on le voyait sortir de sa maison, prendre sa voiture et se diriger chez sa mère. Là, c'est plus rapide. Je vais chez ma mère et on le voit soit déjà chez sa mère, soit même après. Il a été chez sa mère, ça s'est passé et on n'est pas obligé de faire tout ce parcours avec lui. Donc, laisser entendre, suggérer, laisser de la place à l'imagination du lecteur. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de développer. Oui, voilà. Les adjectifs, c'est super, mais comme dit Georges Clemenceau, la crainte de l'adjectif est le commencement du style, c'est-à-dire que en rajouter trop tue la signification. Quand on met trop d'adjectifs, finalement, on ne sait plus auquel on doit se référer. Les répétitions, il y a des répétitions qui peuvent être intéressantes. Parfois, on fait des répétitions exprès. Et pour donner un style, un rythme, pour appuyer sur quelque chose, tout ça, c'est bien. Mais souvent, on répète des mots, on répète parfois des phrases, etc. Ça, il faut vraiment les enlever. Les clichés aussi. Traquer les clichés, ça veut dire que, bah, évidemment, le cliché, c'est la baguette de pain et le béret pour le français. Et bon, c'est des choses évidentes que vous n'allez pas faire. Mais il y a des clichés ou des choses, des images qu'on est tellement habitué à voir. Alors, ça peut être le feu qui crépite dans la cheminée, ça peut être la neige immaculée. Enfin, c'est des choses un peu dépensives, un peu... Donc, il faut faire attention à être un petit peu original dans sa façon de décrire les choses. Et pour être original, je pense qu'il y a une chose vraiment très intéressante, c'est d'aller regarder euh, comment on appelle ça, les dictionnaires de synonymes. C'est-à-dire que d'habitude, vous êtes habitués, enfin, on est tous de la même façon habitués à notre vocabulaire de base. Et pour en trouver un autre, allez chercher des synonymes. Et amusez-vous vraiment avec ça. Et il y en a un que moi, j'aime beaucoup de dictionnaire de synonymes sur Internet. Il s'appelle Crisco. C'est le dictionnaire des synonymes de l'Université de Caen. Il y a aussi des mots de liaison qui ne sont pas toujours indispensables ou qu'on peut varier. Et puis, enfin, bien sûr, votre chute, mais ça, on en a déjà parlé. Alors, donc, trouver des synonymes, on vient de le dire, sur des choses usées. Amusez-vous à changer l'ordre des paragraphes. Il y a les paragraphes, mais il y a aussi parfois les mots. Par exemple, pour bien marquer, pour faire un marqueur temps, c'est « et le lendemain ». Ou plutôt que Juliette, le lendemain, avait dit, non, le lendemain, parce que là, il y a quelque chose d'un peu dramatisé. Donc ça, c'est intéressant de voir comment on peut mettre certains mots au début pour accrocher mieux les lecteurs et aussi comment on peut jouer avec les paragraphes, mais ça, on l'avait déjà dit. Et évidemment, en fonction du choix que vous faites, ça peut avoir des sens différents. Alors là, il y avait un exemple de Serrault dans L'éclat de vie, où elle dit « les gens ». À quoi ils pensent les gens? De quoi ils parlent? Elle met les gens au début et du coup, c'est une façon d'interroger le lecteur. Il y a la ponctuation qui est importante aussi parce que ça va être importante pour qu'on comprenne votre texte. Et donc, vous avez des petits livres comme celui qui est cité là, de typographie avec des règles de ponctuation si vous vous perdez un peu. Mais c'est pas le plus grave. Mais quand même, enfin, en tout cas, il y a des choses, c'est pas très très grave si vous faites des erreurs, mais c'est de nouveau à mettre au service de la compréhension. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout laborieux de faire ce travail-là de réécriture ou plutôt de relecture, enfin de relecture et de réécriture. Moi, je trouve que c'est un des moments assez joyeux de la nouvelle parce que on a l'impression d'être un artisan qui peaufine son objet. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une poterie dont on va transformer les formes et on peut jouer avec, ou d'une sculpture qu'on va limer et peaufiner, enfin, peu importe la métaphore qu'on utilise. Mais en fait, c'est assez agréable à faire parce qu'on se rend compte de comment on peut pointer telle chose, mettre en exergue, ajouter du rythme, changer la dynamique, etc.
voilà. Alors, il y a encore quelques conseils avant qu'on passe à, je dirais, des exemples de nouvelles. Oubliez de faire beau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Euh, Soyez vous-même dans l'écriture. Essayez pas de faire ce que vous imaginez qu'on attend de vous ou ce que vous imaginez que ça fait beau, ça fait littéraire, ça fait joli. Euh, D'ailleurs, en fait, souvent, on se dit, ah, mais ça c'était tellement joli, mais ça ne sert pas votre nouvelle. Et ne soyez pas complaisant, pensez à serrer votre écriture. Et pour ça, il faut que vous regardez, enfin, vous gardiez votre objectif, qu'est-ce que vous vouliez dire. Et si, si ça ne sert pas l'avancement de votre nouvelle, mais que c'est joli, ben tant pis, c'est joli, mais ça ne sert à rien. Et enfin, faire joli pour faire joli n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc, oui. Oui, j'ai une question justement par rapport à ce point-là, parce que c'est un point qui me paraît. Mhm. Où est la frontière, la lisière entre la préméditation, puisqu'il y a quand même un travail de construction pour pouvoir arriver à la fois dans les temps du nombre de pages, à une chute et à tout ça, et au rythme et tout ce qu'on vient de voir. Donc il y a ce travail prémédité et ce jaillissement pour être au plus proche de soi. Comment on les fait se rejoindre? Alors moi, je pense que dans un premier temps, pour être plus proche de ton jaillissement, écris sans aucune censure. Fais-toi plaisir, ne mets pas de censure, laisse le jet, laisse l'écriture jaillir si elle doit jaillir, parce que parfois, malheureusement, c'est pas comme ça que ça vient. Il faut tirer un peu, mais si ça jaillit, c'est formidable. Et laisse faire, laisse venir, mets tout ce qu'il faut sur papier. C'est après que tu iras vérifier tout ce que je viens de te dire, en disant, ben là, ça marche pas parce que c'est pas cohérent, ou ah ben oui, mais là, pour arriver à tel endroit, il faut que je change l'ordre. Et tiens, là, je peux resserrer, et ainsi de suite. Et tu vas faire ce travail après. Parce que sinon, ça va te... Oui, vraiment, tu vas ressentir une censure. Je pense qu'il faut lâcher les chevaux d'abord. Est-ce que je réponds Ok. à ta question? Oui, 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 très bien. Et aussi, il y a des personnes qui me disent, mais ça peut répondre en partie à ta question, mais comment on sait quand on a fini? Surtout après, quand on corrige, qu'on réécrit, etc. Ben, souvent, écoutez votre corps. D'abord, il peut dire, j'en ai assez, c'est bon, là, j'ai bien... Et ensuite, il sait, lui, il y a comme un apaisement, quelque chose. Il dit, ah oui, en relisant, vous sentez que ça fonctionne, que c'est le bon rythme, que ça va. Bon, alors évidemment, il y a autre chose, c'est de le faire lire à quelqu'un qui est enfin voilà, c'est très important d'avoir un lecteur privilégié et d'avoir quelqu'un qui a un peu de recul. Après, choisissez bien. Ne choisissez pas de Mm. le faire lire à quelqu'un qui est trop proche et qui va vous dire c'est bien, mais même pas être capable de dire pourquoi c'est bien. Ou alors quelqu'un qui va vous dire c'est pas, enfin bon, bon, c'est pas terrible, mais pas savoir pourquoi. Donc tout ça, ça fait pas avancer le schmilblick, ça peut même décourager, etc. Donc essayez, quitte à ce que vous, bon alors c'est un concours certes, mais de toute façon vous n'avez pas le même texte. Euh, Essayez de voir s'il y a des gens dont vous estimez la façon de lire et qui pourraient donner leur avis un petit peu édifiant sur votre texte. Bon, moi, je suis là aussi jusqu'au 4e atelier et je pourrais le donner. Mais c'est important, ça, d'avoir un tout petit peu de recul. Et donc, de faire confiance, oui, à votre ressenti corporel. Euh, et ne vous dites pas que ça doit être parfait dès le départ. Je crois que c'est Jean Echenoz, qui est un écrivain, qui disait, je réécris mon livre 5 fois. Alors, c'était un livre, pas une nouvelle, mais imaginez. Donc, en fait, ça se travaille, ça retravaille. Par contre, je pense que ce qui est important, d'écrire, de le laisser reposer un peu avant de le retravailler. Parce que sinon, vous allez tout le temps modifier en disant, ah bah non, ça c'est pas bien sur le coup. Non, vraiment, ça, c'est important de laisser un peu dormir. Ça peut être qu'une nuit, mais pour le retravail direct, c'est une nuit. Et puis peut-être de laisser dormir presque une semaine, comme si vous alliez vous donner le temps de redécouvrir votre nouvelle, comme si vous étiez un peu quelqu'un d'extérieur et pas son auteur.
Et là, ça va vous permettre d'avoir un ressenti un petit peu différent. Donc, pendant l'écriture de la nouvelle, vous pouvez faire comme Sophie qui l'a écrite d'un jet pendant une nuit. Vous pouvez le faire un peu tous les jours, en faisant un jour, en relisant le lendemain et en avançant. Mais quand vous avez l'impression d'être arrivé à un point, vous pouvez aussi la laisser dormir plusieurs jours pour la retrouver mieux, avec un esprit plus clair et un peu plus de recul ensuite. Alors, je vous disais, savez-vous enfin, j'ai envie de vous demander le titre et la longueur de la nouvelle la plus courte de l'histoire de la littérature. Ben, c'est une nouvelle en une phrase. Donc, on dit que c'est court, ça peut être très très court. Mais ça peut aller jusqu'à 100 pages, une nouvelle aussi, hein. Et donc, ça s'appelle Le dinosaure. Et la phrase en question, c'est quand il se réveilla, le dinosaure était toujours là. Et elle a été publiée en 59 dans un recueil qui s'appelait Œuvres complètes et autres contes de Monterosso, un écrivain guatémaltèque. Et c'est rigolo parce que même dans cette toute petite phrase, vous avez deux personnages, il et le dinosaure. Et vous avez même deux temps. C'est avant le réveil et après le réveil. Et vous avez une unité de lieu, par contre, qui est là. Il était toujours là. Et à partir de ces maigres éléments, bah, on peut tous construire une interprétation et réagir. Parce que c'est comme s'il traçait deux traits et puis il laisse le lecteur dessiner tout autour du texte. Donc c'est amusant comment ça peut être. Alors il y avait une petite anecdote amusante d'une femme qui lui disait: Ah, cher monsieur, je suis en train de lire votre nouvelle. Et il lui dit: Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je ne sais pas encore, je suis qu'à la moitié. Quand on sait que c'est qu'une phrase, évidemment. C'était un petit truc, une petite chose pour plaisanter. Euh, et voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire sur cette deuxième partie. Et on va arrêter le partage pour le moment, pour revenir à nous. Voilà. Donc voilà, est-ce que il y a des questions? Alors là, je vous ai encore donné pour avancer dans votre nouvelle, mais peut-être vous avez des questions par rapport à votre vécu de cette semaine où vous étiez dans la plongée des idées, etc. Parce que ça peut être un moment important. Donc, on va aller regarder des nouvelles et les analyser un peu, mais avant, je me demandais si vous aviez peut-être des questions, notamment par rapport à cet incipit qui n'est pas facile. Bon, moi, je t'avais demandé s'il fallait vraiment l'intégrer dans la nouvelle, parce que moi, j'avais fait une petite pirouette en le mettant juste en exergue tout seul avec le nom de l'auteur, et puis à la fin, je le reprenais. Donc voilà, j'ai essayé de l'intégrer, mais c'est plus difficile pour moi. Bon. Donc la réponse était, pour la question de Sophie, était non. En fait, le mettre en exergue, c'est pas du jeu. Parce que du coup, c'est une pirouette qu'elle fait et au final, elle met à la fin du texte et c'est pas ce qui est demandé dans le règlement, même si c'est plus compliqué. Donc malheureusement, on va rester sur ce cadre fixé au départ. Bon, mais qui peut en même temps, comme tu disais, Sophie, quelque part, ça t'a aussi inspiré, même si c'est un petit peu plus compliqué. Ça a été une contrainte difficile, mais finalement, je crois que c'est ce qui m'a quand même donné toute la trame de mon texte que j'ai écrit d'un coup. Après, je sais qu'il faut le travailler parce que c'était un premier jet, mais toute l'histoire est venue d'un coup. Je ne vous l'ai pas mise parce que je veux garder du suspense. On va quand même regarder enfin, on va aller voir ce que tu D'accord. m'as envoyé pour aller regarder un petit peu. Ok. Est-ce que Émilie ou Laure, vous aviez d'autres questions par rapport à ce que j'ai pu dire la semaine dernière et maintenant? Euh, alors, je ne sais pas si mon micro est Il branché. fonctionne, oui, oui, tout à fait. Ben non, merci, c'est de plus en plus éclairant ce qui est venu nourrir mon écriture a été la mise en place de deux mondes et donc d'aller chercher les caractéristiques vraiment pour peut-être les amener, et je sais pas, dans une métaphore, mais en tout cas, c'est des mots qui ont surgi autour de ces mondes, voilà. Quand tu dis Euh, ces mondes, est-ce que ce serait lié aux deux saisons ou non, pas du tout? non. Alors, enfin, si, ça va être aussi indirectement lié aux deux saisons, effectivement, maintenant que tu le dis.
En fait, je suis allée chercher le lien entre l'Inkipit et les mondes de mes 2 personnages. Voilà. Et donc, en fait, du coup, j'ai construit avec l'idée que il y avait l'hiver et il y avait l'été, et où ça se situait chez les personnages, dans l'intériorité ou l'extériorité, enfin, le dedans, le dehors, Intéressant, en tout cas. Ouais. Je sais pas comment tu et vas mettre ça mais ouais. voilà. Donc, mais au fur et à mesure, les éléments que tu donnes m'ont permis de... Voilà, c'est vrai que je me suis peut-être à un moment donné, parce que j'ai laissé l'écriture assez fluide et je me suis embarquée dans autre chose et je me suis rendu compte que du coup, ça ne fonctionnait pas comme je voulais le dire, parce que le point de départ pour moi était de savoir qui est la source de cette première phrase. Voilà. Et donc détermine le point de vue de qui parle et qui dit ça, et donc quelque part qui sait ou sait pas. Enfin, je sais pas. Il y avait quelque chose de autour de ça. Donc voilà, non, non, c'est très aidant. C'est un peu plus clair pour franchir des étapes, en tout cas. Euh, je vais me lancer dans l'écriture pour voir ce que ça donne un peu mieux avec cette map maintenant. D'accord. Et Émilie, alors, qui a la caractéristique de faire un travail à 4 mains, on va dire. Donc, Oui, elle alors du pour coup, chacune entrer dans... moi j'avais plus ou moins, enfin pas une histoire, mais plus raconter une histoire, mais à travers des personnages différents. Et j'arrivais pas à trouver par rapport à Linky Pit un lien ou quoi que ce soit. Donc ma mère, elle a repris mon idée. On est parti sur l'idée que j'avais eue par rapport à ces personnages. Et elle a trouvé quelque chose. Après, je suis pas sûre à 100% que ça peut marcher. Mais c'est comme en fait, comme si le personnage parlait au début, un peu comme ce que vous avez expliqué là à l'instant sur les... J'ai pas envie de Les dire. élites? Voilà, c'est ça. C'est comme si les gens, on ne sait pas trop ce que les gens pensent, patati patata. Donc, je pense qu'on va faire un peu comme ça en fait, au moins le début de l'histoire. Dire la phrase comme si le personnage parlait en fait, et après continuer sur une idée par rapport à l'invincibilité, etc., 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 et commencer à découvrir la situation initiale et le monde du personnage en partant de ça. Je pense qu'on va faire comme ça, mais après, à voir. Ok. Eh ben, en fait, ce qui va être très important, là, on va regarder un petit peu ce que Sophie m'a apporté. Mais ce qui va être vraiment important pour la fois prochaine, c'est que vous m'envoyez quelque chose dans lequel on pourra rentrer pour le travailler. Parce que ça va vraiment être votre travail qui va être la matière, surtout qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent. Et je ne pense pas que les gens viennent trop en cours. Ça peut arriver, mais je ne suis pas sûre. Donc, vous avez libre, voilà, du temps, 1 heure et demie, vraiment pour vous, pour qu'on aille dans vos 3 textes, quoi. Donc ça, je pense que ça va être la chose qui va vous aider, vraiment. Et puis, parce qu'il y a l'idée, et puis pour moi, évidemment, je vais me rencontrer et rentrer dans votre idée à travers le texte. Par contre, je le dis maintenant, puisqu'on est en train de... Il faut que vous me l'envoyiez au moins la veille. Ok, ouais, ouais. Parce que parfois le matin, j'ai des choses avant de la réunion, mais je n'ai pas le temps de lire attentivement et je voudrais faire ce travail un peu plus attentivement. Alors pour le moment, là, je vais faire de nouveau le partage pour qu'on aille. Oups, j'étais injuste et je vais ouvrir le texte de Sophie. On va d'abord faire ça et ensuite, je vous lirai quelques petites nouvelles pour vous montrer des exemples. Alors, hop, partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez, ce texte? Tout le monde? Ouais. Oui,
Ok. Le premier mot, c'est 60 ans. Ah oui, c'est ça. Il y avait le 0, ça fait bizarre. oui. 60 ans de vie commune, titre provisoire, d'accord. Donc là, c'est bien de le montrer parce que elle avait tenté, elle avait bien tenté, Sophie, de faire au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible, pardon, et Albert Camus, et comme ça, elle se disait, bah, j'ai commencé par la phrase, et puis voilà, je les avais vus arriver, etc. Mais malheureusement, ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas c'est un petit virage que vous pouvez pas prendre. Donc, on va tout de suite dans la V2, où elle rentre directement dans le sujet. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Ce fut l'hiver le plus long que j'ai connu. Alors, c'est intéressant parce que c'est ça la difficulté de cette phrase. C'est exactement ça. C'est de dire, j'ai enfin compris qu'il y avait un été invincible, mais moi d'abord, pour que vous compreniez, il faut que je revienne à l'hiver. Et donc là, tu le fais, en effet, mais peut-être qu'il faut le faire encore avec un peu plus de fluidité. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible, mais ce fut d'abord l'hiver le plus long de ma vie. Enfin, tu vois, quelque chose comme mais d'abord, il faut vraiment que je revienne sur l'hiver, quoi. Il a duré presque quasiment toute l'année 2023. J'aime bien que l'hiver, il dure une année entière. Je trouve ça chouette. Donc, ça vous donne un peu l'exemple de comment j'attrape la phrase, je la retourne et je retourne à mon hiver pour montrer comment de mon hiver, je suis passée à cet été invincible. Alors, je voudrais aller juste un peu plus loin, parce que j'ai lu ton début, là. Je les ai vus arriver en 1963, jeunes, amoureux et désireux d'avoir vite leur chez eux. Je pense que leur chez eux, tu peux mettre sans tiret et puis avec deux petits guillemets. Elle a à peine 20 ans, châtain clair, presque blonde, gracile, souriante. Lui, un peu plus âgé, aux alentours de 25 ans. Brun, fiable, solide et plus sérieux en apparence. Ah, et plus sérieux, virgule, en apparence du moins. Tu vois, voilà l'exemple de la... Parce que sinon, je lis solide et plus sérieux en apparence du moins. Ah oui, c'est solide et plus sérieux en apparence du moins. Voilà. Je les voyais tous les soirs après le boulot, au début, pour faire des retouches enduit et plâtre. Alors là, je n'ai pas compris qui faisait les retouches enduit et plâtre. C'est eux ou c'est le narrateur? Non, c'est eux. Ah, voilà. Donc, en fait, on a besoin, enfin, moi, j'aurais besoin de savoir où se situe le narrateur. En fait, pour l'instant, je fais exprès de ne pas le dire. D'accord. Pour qu'il y ait une incertitude qui persiste. Pour l'instant, c'était fait exprès. C'est pour ça que j'ai arrêté là le partage. Parce Oui, que dès la phrase suivante, on devine. Enfin, d'accord. je pense qu'on peut Alors, deviner. alors, tu vois, typiquement ce que je disais par rapport à tout à l'heure, tous les soirs, je les voyais faire des retouches enduit et plâtre. Après, je ne sais pas si c'est nécessaire. De quoi qui n'est pas nécessaire? Je n'ai pas entendu. Après le boulot, c'est le boulot du narrateur, hein? Ou c'est eux après le boulot? C'est eux qui venaient le soir après le travail. Alors, tous les soirs, je les voyais revenir du travail et faire des retouches d'enduit et de plâtre pour améliorer. Enfin, tu vois? Ok, il y a un truc qui ne fonctionne pas sur la compréhension générale. Voilà. Ok. Parce qu'on ne sait pas qui est qui et voilà. Okay. Et puis, ils sont venus plus souvent dormant dans le salon. Et petit à petit, ils ont dormi dans le salon lorsqu'ils repeignaient une chambre. Et voilà. Mais qu'on voit bien qu'il s'agit du couple. Du couple, de leur chez eux, qu'ils investissaient peu à peu. Ok. Alors, j'imagine qu'à un moment, ils s'installent. Donc, il faut que tu le dises ça avant de passer à leur petite fille. Ok. Pour qu'on on peut faire des ellipses, mais des fois, parce que moi, je me dis, bon, d'accord, déjà, ça se fait lentement. Ils sont quelque part et puis tous les soirs, après leur boulot, ils viennent travailler. Ils repeignent le salon et puis petit à petit, ils restent dormir pour travailler plus longtemps. Et puis à un moment, ils s'installent. Ok. Besoin quand même que ça soit clôturé.
En 67, ils ont eu une petite fille. Elle était toute mignonne, ils faisaient leur joie, mais elle pleurait souvent, la nuit surtout. Elle ne dormait qu'avec la main de sa mère sur sa joue. Ok. En 71, ils ont acheté en face pour s'agrandir et voilà. Ouais, je suis curieuse de voir la suite. Ah là, je ne peux pas dire encore. Mais en tout cas, ça, je pouvais déjà te dire. Ok, bon, merci. Merci. En fait, tout à l'heure, tu as expliqué que souvent, il fallait dégraisser le texte. Et effectivement, il va falloir que je dégraisse à un moment. Mais moi, mon problème, c'est que quand j'écris, je vais tout de suite à l'essentiel. Mais du coup, c'est un peu froid, je trouve. Par exemple, là, tu as enlevé la V1, mais dans la V1, je mettais juste, voilà, ils arrivent. Elle a 20 ans, lui, il en a 25. Et je ne mettais pas de détails. Et après coup, je me suis dit, il faut peut-être incarner plus les personnages, en fait, Oui, pour les alors tu as tout à lecteurs. fait raison. Et même, enfin, tu vois, j'ai envie de les voir faire, en fait. J'ai besoin de voir. Alors, Ok. elle est petite. Voilà, comment ils arrivent tous les deux avec tu vois, leur matériel. Ils grimpent l'escalier. Il y a la porte qui s'ouvre. Elle grince un peu. Enfin, oui. Il lui fait un petit clin d'œil où il lui pince le. Ouais, est-ce qu'ils rigolent ensemble? Tu vois, oui, tu peux vraiment Ok. scénariser qu'on les voit. Et Ok. parce que là, effectivement, ils sont comme ça, ils font ça. Ouais, c'est un peu factuel, un peu factuel. Mais du jus, mais de l'ambiance, mais des petites Ok. choses qui se passent entre eux. En fait, je ne sais pas si c'est eux le plus important, mais j'imagine. Mais donc, on a envie de voir comment se crée la relation, en fait, de voir des éléments de leur relation, des éléments de comment ils sont, de sentir le bonheur de construire, le bonheur de mettre leur énergie. C'est pas grave, c'est après le boulot, mais qu'est-ce qu'on va être heureux dans cette maison-là? Euh, c'est ça jusqu'au moment où il y a cette petite fille. Alors elle pleure beaucoup, mais c'est pas grave, c'est le bonheur qui continue. Ok. Il y a Ok, quelque merci. chose de cet ordre-là, de quel genre de bonheur, quel genre de relation ils ont, quel caractère même. On peut même sentir un peu du caractère de l'un et l'autre dans deux, trois petits gestes qui se Ok. font. Ça, c'est pas en dire des tonnes, mais c'est montrer. Ok. Super. Est-ce que Merci. d'autres questions des autres par rapport à ça ou c'est OK? D'accord. Alors, je vais arrêter le partage. Et donc, je vous avais parlé de la fameuse chute qui pouvait être parfois un retournement. La fois dernière, Sophie, tu t'en souviens peut-être, j'avais lu un texte qui s'appelait L'illusion, où il y avait une jeune femme qui disait que pour son 20e anniversaire, elle voulait faire quelque chose de spécial. Alors au début, on croit qu'elle va faire sauter sa virginité et faire l'amour pour la première fois. Petit à petit, on se rend compte que non, ça va être un dîner avec sa famille et ses parents, mais qu'elle voudrait présenter son amour, enfin, la personne qu'elle aime. Et puis petit à petit, on se rend, enfin, il y a des pistes, des fausses pistes, etc. Jusqu'au moment. Est-ce que tu te souviens de ce texte, Sophie? Je m'en rappelle, mais je me souviens plus de la chute. Ah, mais alors la chute, je me souviens que tu avais dit, ça m'a cueilli. C'est-à-dire que arrive à un moment le suspense où elle finit, elle essaie, parce que les parents ils veulent rien savoir en fait, hein. De temps en temps elle essaye et la copine elle est déjà là, mais comme c'est sa copine d'enfance, les parents la connaissent bien et donc bon voilà, ils se disent ah bah, finalement elle nous a présenté personne, mais en fait voilà. C'est- Et puis à un moment elle fait comprendre que c'est plus son amie, mais que c'est sa petite amie. Et il y a un moment où elle dit soit ça s'arrête, le dîner s'arrête là, il n'y aura pas de dessert et je vais vivre chez Florence, c'est la copine en question. Soit on fait tout ça, ça tous ensemble. Et donc il y a un blanc, on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? Et là, suspense et la mère prend la parole et commande du champagne et voilà, ça se passe super bien. Sauf que il y a une deuxième chute, elle se réveille. En fait, elle vit chez Florence et elle est en sueur parce que chaque fois elle y croit parce que ça aurait été ça qu'elle aurait aimé, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les parents ont, les ont, enfin les ont rejetés en fait. Voilà. Et donc il y avait une sorte de happy end qui n'était pas le happy end. Hmm.
Donc là, je ne voulais pas reprendre le même, mais je vais vous lire une nouvelle d'Anna Gavalda. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a eu beaucoup, beaucoup de succès avec un livre qui s'appelait, voilà, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Donc ça a eu un succès fou, puis après, elle a eu d'autres livres. Bon, voilà. Elle a un parler assez cash, assez... Et Happy Meal, eh bien, celle que je veux vous lire, eh ben, je croyais que c'était dans ce livre-là. Et en fait, non. Et je ne sais pas dans quel... bizarrement, je ne sais pas dans quel livre, de quel livre c'est tiré. Mais je vais vous le lire quand même. Cette fille, je l'aime. Et j'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de l'inviter à déjeuner. Une grande brasserie avec des miroirs et des nappes en tissu. M'asseoir près d'elle, regarder son profil, regarder les gens tout autour et tout laisser refroidir. Je l'aime. D'accord, me dit-elle, mais on va au McDo. Elle n'attend pas que je bougonne. Allez, ça fait si longtemps, ajoute-t-elle en posant son livre près d'elle. Si longtemps. Elle exagère. Ça fait moins de 2 mois, je sais compter. Mais bon, cette jeune personne aime les nuggets et la sauce barbecue. Qui puis-je? Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai autre chose. Je lui apprendrai la sauce gribiche et les crêpes Suzette, par exemple. Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai que les garçons des grandes brasseries n'ont pas le droit de toucher nos serviettes, qu'ils les font glisser en soulevant la première assiette. Elle sera bien étonnée. Il y a tellement de choses que je voudrais lui montrer, tellement de choses. Mais je ne dis rien. Je prends mon par-dessus en silence. Je sais comment sont les filles avec l'avenir, juste prometteuses. Je préfère l'emmener dans ce putain de McDo et la rendre heureuse un jour après l'autre. Dans la rue, je la complimente sur ses chaussures. Elle s'en offusque. Ne me dis pas que tu les avais jamais vues, je les porte depuis Noël. Je pique du nez, elle me sourit. Alors, je la complimente sur ses chaussettes. Elle me dit, oh, que je suis bête. Tu penses si je le savais. Oh, c'est la plus jolie fille de la rue. J'éprouve un haut le cœur en poussant la porte. D'une fois sur l'autre, j'oublie à quel point je hais les McDonald's. Cette odeur, graillon, laideur et vulgarité mélangées. Pourquoi les serveuses se laissent ainsi enlaidir? Pourquoi porter cette visière insensée? Pourquoi les gens font-ils la queue? Pourquoi cette musique d'ambiance? Et pour quelle ambiance? Je trépigne. Les gens devant nous sont en survêtement. Les femmes sont laides et les hommes sont gros. J'ai déjà du mal avec l'humanité, je ne devrais pas venir dans ce genre d'endroit. Je me tiens droit et regarde loin devant, le plus loin possible, le prix du menu best-of Bac de luxe. Elle sent ces choses. Elle prend ma main et la presse doucement. Elle ne me regarde pas. Bon, je me sens déjà mieux. Son petit doigt caresse l'intérieur de ma paume et mon cœur fait zigzag. Elle change d'avis plusieurs fois. Comme dessert, elle hésite entre un milkshake et un sundae caramel. Elle retrousse son mignon petit nez et tortille une mèche de cheveux. La serveuse est fatiguée et moi je suis émue. Je porte nos 2 plateaux, elle se tourne vers moi. Tu préfères le coin fumeur, j'imagine? Je hausse les épaules. Si tu préfères. Ah oui, pardon, elle dit. Si, tu préfères, je le sais bien. Elle m'ouvre la voie. Ceux qui sont mal assis raclent leurs chaises à son passage. Des visages se tournent. Elle ne les voit pas, impalpable dédain de celles qui se savent belles. Elle cherche un petit coin où nous serons bien tous les deux. Elle a trouvé, me sourit encore, je ferme les yeux en signe d'acquiescement. Je pose notre pitance sur une table dégueulasse. Elle défait lentement son écharpe, dodeline 3 fois de la tête, avant de laisser voir son cou gracile. Je reste debout, comme un grand nigaud. Je te regarde. Tu me regarderas plus tard. Ça va être froid. Tu as raison. J'ai toujours raison. Presque toujours. Petite grimace. J'allonge mes jambes dans l'allée. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai déjà envie de fumer. Je n'aime rien de tous ces machins emballés. Un garçon au crâne rasé est interpellé par 2 braillards. Je replie mes jambes pour laisser passer ce morveux. J'ai un moment de doute. Que fais-je ici avec mon immense amour et ma pochette turquoise? J'ai ce réflexe imbécile de chercher un couteau et une fourchette. Elle me dit, tu n'es pas heureux? Si, si. Alors mange. Je m'exécute. Elle ouvre délicatement sa boîte de nuggets comme si c'était agi d'un coffret à bijoux. Je regarde ses mains. Elle a mis du vernis violet nacré sur ses ongles. Couleur aile de libellule. Je dis ça? Je n'y connais rien en couleur de vernis, mais il se trouve qu'elle a 2 petites libellules dans les cheveux. Minuscule barrette, inutile, qui n'arrive pas à retenir quelques mèches blondes. Je suis émue. Je sais, je radote. Mais je ne peux m'empêcher de penser.
Est-ce pour moi, en pensant à ce déjeuner, qu'elle s'est fait les ongles ce matin? Je l'imagine concentrée dans la salle de bain, rêvant déjà à son sundae caramel et à moi un petit peu forcément. Elle trempe ses morceaux de poulet décongelés dans leur sauce chimique, elle se régale. Tu aimes vraiment ça? Vraiment? Mais pourquoi? Sourire triomphal. Parce que c'est bon. Elle me fait sentir que je suis un ego. Ça se voit dans ses yeux, mais du moins le fait-elle tendrement. Pourvu que ça dure, sa tendresse, pourvu que ça dure. Je l'accompagne donc, je mastique et déglutis à son rythme. Elle ne me parle pas beaucoup, mais j'ai l'habitude. Elle ne me parle jamais beaucoup quand je l'amène déjeuner. Elle est bien trop occupée à regarder les tables voisines. Les gens la fascinent, c'est comme ça. Même cette énergumène qui s'essuie la bouche et se mouche avec la même serviette, juste à côté, a plus d'attrait que moi. Comme elle les observe, j'en profite pour la dévisager tranquillement. Qu'est-ce que j'aime le plus chez elle? En numéro 1, je mettrais ses sourcils. Elle a de très jolis sourcils, très bien dessinés. Le bon Dieu devait être inspiré ce jour-là. En numéro 2, ses lobes d'oreilles, parfait. Ses oreilles ne sont pas percées. J'espère qu'elle n'aura jamais cette idée saugrenue. Je l'en empêcherai. En numéro 3, quelque chose de très délicat à décrire. En numéro 3, j'aime son nez, ou plus exactement, les ailes de son nez. Ces deux petites courbes de chaque côté, délicates et frémissantes, roses et douces, adorables. En numéro 4, mais déjà le charme est rompu. Elle a senti que je la regardais et minaude en pinçant sa paille. Je me détourne, je cherche mon paquet de tabac en tâtant toutes mes poches. Tu l'as mis dans ta veste. Merci. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Ah, rien. Je lui souris en me roulant une cigarette, mais je ne serais pas obligée d'aller au McDo le samedi après-midi. Elle s'en fiche de ce que je viens de dire. Elle attaque son sundae. De toute sa cuillère, elle commence par manger tous les petits éclats de cacahuètes et puis tout le caramel. Elle le repousse ensuite au milieu de son plateau. Tu ne le finis pas? Non. En fait, je n'aime pas les sundaes. Ce que j'aime, c'est juste les bouts de cacahuètes et le caramel. Mais la glace, ça m'écœure. Tu veux que je leur demande de t'en remettre? Du quoi? Eh ben, des cacahuètes et du caramel. Ils n'en voudront jamais. Ils ne voudront jamais. Pourquoi? Mais parce que je le sais, ils ne veulent pas. Laisse-moi faire. Je me lève en prenant son petit pot de crème glacée et me dirige vers les caisses. Je lui fais un clin d'œil. Elle me regarde amusée. Je balise un peu. Je suis son preux chevalier investi d'une mission impossible. Discrètement, je demande à la dame un nouveau sundae. C'est plus simple, c'est plus sûr. Je suis un preux chevalier prévoyant. Elle recommence son travail de fourmi. J'aime sa gourmandise, j'aime ses manières. Comment est-ce possible tant de grâce? Comment est-ce possible? Je réfléchis à ce que nous allons faire ensuite. Où vais-je l'emmener? Que vais-je faire d'elle? Me donnera-t-elle sa main tout à l'heure quand nous serons de nouveau dans la rue? Reprendra-t-elle son charmant pépiment là où elle l'avait laissé en entrant? Où en était-elle d'ailleurs? Je crois qu'elle parlait de vacances. Où irons-nous en vacances cet été? Mon Dieu, ma chérie, mais je ne le sais pas moi-même. Te rendre heureuse, un jour après l'autre, je peux essayer, mais me demander ce que nous ferons dans 6 mois. Comme tu y vas, il faut donc que je trouve un sujet de conversation en plus d'une destination de promenade. Preux, prévoyant et inspiré. Les bouquinistes peut-être, elle va râler. Encore? Non, elle ne va pas râler. Elle aussi aime me faire plaisir. Et puis pour sa main, elle me la donnera, je le sais bien. Elle plie sa serviette en deux avant de s'essuyer la bouche. En se levant, elle lisse sa jupe et réajuste le col de son chemisier. Elle prend son sac et me désigne du regard l'endroit où je dois reposer nos plateaux. Je lui tiens la porte. Le froid nous surprend. Elle refait le nœud de son écharpe et sort ses cheveux de dessous son manteau. Elle se tourne vers moi. Je me suis trompée. Elle ne me donnera pas sa main, puisque c'est mon bras qu'elle prend. Cette fille, je l'aime. C'est la mienne. Elle s'appelle Valentine et n'a pas 7 ans. Donc, l'idée, c'était de faire penser qu'il est avec une amoureuse. Enfin, bon, c'est Anna Gavalda qui écrit, mais c'est l'idée de faire penser que cet homme est avec sa petite copine. Et en fait, bien sûr, c'est sa fille. Moi, maintenant que je le sais, j'ai l'impression que c'est une évidence. Est-ce que vous y avez cru? Moi, j'y ai pensé au moment des libellules. Oui. Les libellules, je me dis, tiens, bon, une originale. Mais deux, trois fois, effectivement, moi, j'ai pensé peut-être c'est facile, mais bon, Ouais. voilà, c'est bien fait, quoi. C'est très bien fait. Oui, c'est bien fait. Moi, j'ai pas vu le. Enfin, ouais. Tu l'avais pas vu? Ouais, moi non plus.
D'accord. Bah alors c'est non parce que moi maintenant que je le sais, mais c'est toujours comme ça, hein, c'est qu'après à la relecture tout est évident parce que tout est installé. Effectivement la libellule, enfin bon le McDo c'est assez gros, mais quand même voilà c'est ça le retournement, c'est qu'en fait tout est installé, mais il y a toujours cette petite limite qui fait qu'on peut. Vous savez c'est comme les quand vous avez un fond blanc avec des carrés noirs là. On ne sait jamais si c'est le fond qui est noir ou si le fond est blanc. Et on peut, quand on joue avec l'œil, on peut voir une fois l'un, une fois l'autre. Et ben, c'est un peu ça. Tantôt, on voit sa petite amie et puis tantôt, on voit sa fille. Mais c'est évident qu'il fait apparaître la fille, la petite fille, enfin la copine plutôt, la petite copine. Et puis quand on a la dernière phrase, on se dit, ben oui, évidemment. Et à partir de là, on voit le fond toujours le même. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour un peu montrer, mais il y en a un autre qui est donc le petit garçon, le pauvre petit garçon de Dino Buzzati qui est un peu plus long et qui est intéressant aussi et que je vais essayer de vous faire passer dans le fameux lien que vous n'avez pas pu ouvrir. Alors, je regarde le temps. Oui, on a encore un peu de temps. Est-ce que ça vous dirait d'écouter une autre nouvelle? Ouais. Alors, il y en a une. J'en avais plusieurs que j'ai envie de. En réalité, j'en avais plusieurs, mais je vais choisir celle que je préfère. Alors après, c'est embêtant parce qu'il y en a une, mais je pense elle sera dans le lien aussi, qui est de Isabelle. Isabelle, ça s'appelle de Marie Dariussec dans Zo. Et je la trouve très intéressante par rapport à la construction, mais un peu pénible à lire. Enfin, c'est moins, ça me touche pas beaucoup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la photocopier ou enfin la prendre en photo pour vous la distiller. Et comme ça, vous pourrez la lire et vous verrez que, en fait, c'est comme un espèce de euh, pas chronomètre, mais vous savez, quand on fait du piano, comment ça s'appelle Un métronome. Oui, voilà. Il y a à chaque paragraphe, l'auteur donne 2 informations supplémentaires. Et comme ça, petit à petit, on en apprend toujours un peu plus sur la situation de cette Isabelle, dont je ne vous dirai pas plus parce que vous allez assez vite comprendre de quoi il s'agit. Et donc, ça donne une ambiance un peu particulière, un peu malsaine, un peu oui, glauque, mais l'histoire n'est pas drôle. Ça parle de... euh, bon, je vous dis rien. Je ne peux pas. Et donc, vous verrez comment ça introduit des informations. Et donc, je vais vous lire autre chose euh, qui va vous donner des éléments aussi. Notamment, la fois dernière, on avait pris une nouvelle où il y avait une chanson qui était introduite et ici, vous allez voir qu'il y a une répétition qui est introduite. Ça s'appelle Avant Venise. J'ai toujours rêvé de Venise et je ne le savais pas. C'est en y venant que je m'en suis rendu compte, en étant sur place. Une idée qui m'avait prise comme une envie de tousser. Rien à faire pour Noël cette année et pas envie de passer 10 jours de vacances seul chez moi. Paris à Noël, c'est triste quand on ne fait pas la fête. Je n'avais pas de réveillon prévu, pas de famille à proximité, mais pas non plus de raison d'être triste. J'ai dégoté un billet sur Internet, train de nuit, terminus Venezia Santa Lucia. C'était parfait. J'ai toujours rêvé de Venise et je ne le savais pas. En quittant la Ferrovia, j'ai senti un frémissement léger, diffus, une sorte d'intuition vague qui me titillait sans parvenir à s'imposer vraiment. Je suis montée dans le Vaporetto. Tandis qu'il m'emmenait à San Marco en descendant le Grand Canal, l'intuition est devenue un peu plus poisseuse, guère plus précise. Cependant, je contemplais les façades des palais. Je passais de l'admiration à la tristesse selon l'état des bâtisses. Venise est une ville étrange, mélancolique et fière, tout aussi rayonnante que blessée, émouvante dès le premier baiser. Je me suis installée à l'hôtel, quartier de Castello. Enfin, installée, bien grand mot. J'étais pressée de me laisser happer. J'ai déposé mon sac, abandonné les plans, les guides et mon appareil photo. Je n'ai gardé que mes papiers et puis je suis partie. Je suis aussi peu aventurière dans l'âme qu'il est possible de l'être et je ne parle pas un mot d'italien.
Mais je voulais me perdre dans les rues. L'égarement n'est jamais bien grave ni bien long à Venise. L'intuition vague me poussait à ça, à me mettre à l'unisson de la ville, aussi simple et aussi dépouillée que possible. J'ai marché longtemps, plus de 3 heures à déambuler, à prendre la ruelle par là, ça a l'air beau, à prendre, ou bien plutôt par là, ça semble si vivant. J'ai avalé un sandwich en guise de déjeuner. Je ne sais pas exactement par où je suis passée. À un moment, j'ai traversé le Grand Canal, par le pont du Rialto. Celui-là, impossible de le rater, même sans guide touristique sous le coude. J'ai continué mon errance de l'autre côté. Et puis d'un coup, j'ai reconnu le lieu de mes cauchemars. Au sortir d'un passage exigu, l'intuition a enfin pris corps puissamment. Elle m'a sauté à la gorge et elle m'a mordu fort, une évidence aux dents de vampire qui a planté ses canines dans mon cou. C'est à Venise que presque chaque nuit, depuis des années, je me noie en rêve. J'avais sous les yeux le lieu précis où se rejouait inlassablement la scène. Je l'avais suffisamment subi, redouté, combattu pour en avoir une représentation précise en tête. Aucun doute n'était permis, c'était là. Et je ne savais même pas dans quel quartier, au bout de quel passage j'étais. Je suis rentrée à l'hôtel, dans un brouillard étrange. Je ne me suis pas pressée, mais j'ai moins flâné qu'à l'aller. Je ne regardais plus la ville. J'étais dans un état second. J'ai ramassé mes affaires, j'ai payé la chambre que je n'avais pas utilisée et je suis repartie. La réceptionniste n'a pas compris, moi non plus. J'ai eu la chance de trouver un billet pour le train du soir, retour à Paris. J'ai toujours rêvé de Venise et je ne le savais pas. D'aussi loin que je m'en souvienne, le cauchemar a toujours été là. Depuis toute gamine, mes nuits sont hantées. Je n'ai jamais bien dormi. Une nuit calme est, chez moi, un accident. J'ai tenté les médicaments, j'ai tenté une psychanalyse, l'hypnose et le comportementalisme, la médecine chinoise et je ne sais plus quoi encore. Rien n'y a fait. Chaque nuit, je me noie. Chaque nuit, je me réveille avec une boule d'angoisse au ventre et l'impression que mes poumons sont en train d'exploser. À part ça, tout va bien. J'ai quitté Venise plus vite que prévu. Je ne sais si je le regrette ou non. J'ai senti l'écorce terrestre se désagréger sous mes pieds et j'ai eu peur. J'ai préféré fuir. Je n'ai jamais pu faire disparaître le cauchemar, mais j'ai réussi, au fil du temps, à me persuader qu'il n'était qu'une construction mentale avec laquelle je pouvais composer. J'ai mis 25 ans à y parvenir. Je ne vis en bonne entente avec lui que depuis 3 petites années. Me retrouver nez à nez avec son incarnation vraie m'a fait l'effet d'une gifle. Violente. Comment mon esprit peut-il connaître ce lieu que je n'ai jamais vu? Je n'ai pas le moindre début de réponse et je n'aime pas ce questionnement. Je suis rentrée à Paris, mais je n'avais pas envie d'y rester seule. Les jingle bells, nasillards crachés par le premier haut-parleur venu, les vitrines vomissant des cadeaux et les illuminations multicolores, c'était trop pour moi. J'ai appelé maman. Elle a sans doute été surprise. Nous ne sommes pas très proches. Elle n'a pas posé de questions, n'a pas fait de commentaires, elle a juste dit viens. Et j'y suis allée. 4 heures de route pour la rejoindre dans son trou perdu. Son mari n'était pas là, déplacement professionnel. Ça tombait bien. Je n'avais vraiment pas d'atome crochu avec le mari de ma mère. Pas plus qu'avec la femme de mon père d'ailleurs. D'où mes Noëls solitaires. Je m'y étais faite. J'y avais même pris goût. Je restais persuadée que je n'étais pas programmée pour être une fille de divorcée, mais je faisais contre mauvaise fortune bon cœur. Il était rare que je me sente douloureusement seule au monde. À part en rentrant de Venise. Maman n'a pas posé de questions, la discrétion et la légèreté ont toujours fait partie de ses qualités, je les lui reconnais sans difficulté. Je me suis glissée dans une douce régression pendant 3 jours. Grasse matinée, café, télé, balade dans la campagne environnante, thé, lecture. Durant le petit déjeuner du 4e jour, je lui ai raconté. Venise, de la beauté à la nausée. Ça m'est venu comme ça, à ce moment-là, sans que je sache pourquoi. Maman connaissait mon cauchemar. Elle l'avait combattu et avec moi, quand j'étais petite. Elle s'est décomposée. J'ai posé ma tasse. Elle ne semblait pas trouver les mots pour dépasser l'effarement et passer à l'explication vraie. Moi, j'étais comme en suspens. Elle disait, je suis désolée, on ne parlait pas de ça de mon temps. Ça n'était pas pour faire des secrets, simplement c'était comme ça. Et moi, j'étais comme en suspens. C'était 6 mois avant ta naissance. Ton père m'avait amenée à Venise.
Il prétendait que ce serait le voyage de noces que nous n'avions pas fait et qu'il fallait en profiter avant d'être accaparé par les couches et les biberons. Nous avons été heureux au début là-bas. Il faisait beau, on se promenait. Le 3e jour, j'ai fait un malaise assez sérieux au bord d'un petit canal dans le quartier de Santa Croce. J'ai eu très mal au ventre. J'ai perdu un peu de sang. Nous étions très inquiets. Nous avons écourté le voyage et nous sommes rentrés. J'ai saigné encore, pas mal, pendant le trajet. À l'arrivée, le gynéco a fait une échographie de contrôle. Il en a fait une plus tôt. Il en avait fait une plus tôt déjà, à cause de mon col mal fichu, tu sais. À cette seconde écho, il n'y avait plus qu'un seul bébé. Il y a des abeilles dans mes oreilles. Plus qu'un seul bébé. Elle ajoute qu'elle a toujours pensé que ça avait contribué à leur séparation, cette histoire. Elle savait que c'était idiot, mais inconsciemment, elle en a voulu à son mari d'avoir organisé ce voyage qui s'est mal terminé. Je n'ai jamais pensé à Venise. Quand tu me racontais ton cauchemar, jamais reconnu la description. Je suis désolée. Un seul bébé? Avant Venise, j'attendais des jumeaux. J'ai toujours rêvé de Venise. J'y retournerai, me mirer dans l'eau des canaux et faire plus ample connaissance avec mon reflet. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez sur la construction notamment? Parce que tu as dit au départ que c'était un peu ennuyeux le début, oui, parce qu'elle donne beaucoup de détails et on se dit où est-ce qu'elle veut en venir. Mais la fin est. Donc toi, tu t'es un petit peu ennuyée au début. Ouais, quand elle donne beaucoup de détails sur son voyage à Venise, comme on en a entendu plein. Et après, à quel moment tu accroches? J'accroche déjà quand quand elle relate un rêve qu'elle fait, un rêve récurrent et que elle sait pas comment ça se fait alors qu'elle découvre l'endroit. Ça, tout de suite là, je me dis ah, il y a quelque chose qui va être intéressant. J'espère qu'elle va avoir la réponse et qu'on va la voir avec elle. Mais voilà, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse un endroit dont elle rêve, je m'ennuie. Et les autres? Comment vous avez vécu la Euh, nouvelle? Pour moi, ça m'a accroché aussi cette histoire de rêve récurrent avec cette drôle d'impression de déjà vu qui m'a raccroché à une expérience très universelle, enfin voilà, où j'ai pu me reconnaître en fait à ce moment-là. J'étais très attentive au début parce que on travaille la nouvelle, alors j'avais une écoute en me disant alors où sont planqués les indices. Donc je sais pas si je lirais de la même manière librement, je veux dire sans juste pour le plaisir de lire quoi. Voilà. Hum, et j'aime bien comment effectivement c'est structuré. Il y a une sorte de douceur pour dire quelque chose de grave en fait. Donc il y a un palier d'accompagnement qui était, je pense, nécessaire. Je pense qu'on n'aurait pas pu aller directement dans le trash du sujet. Enfin, c'est mon impression. Oui, j'entends. Et toi, Émilie, comment tu l'as vécu? Non, j'étais pas trop ennuyée au début. Pareil, je cherchais un peu les indices pour savoir où est-ce qu'elle va nous mener. Et la même chose, c'est le rêve qui est récurrent et qu'on ne sait pas trop. Et du coup, là, elle découvre le lieu. Et après, par la suite, on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Mais, euh, mais pareil, j'étais au début, je cherchais pour savoir où est-ce qu'on va aller et comment elle va présenter les choses. Donc beaucoup de descriptions, mais je pense que ça peut être intéressant pour planter un peu le décor et voir un peu où est-ce que c'est. Mais c'est vraiment l'élément déclencheur, ça a été le rêve, je pense. Oui, d'accord. Alors en fait, pour arriver au rêve, il y a 1 page et demie en fait. Mm. Ouais. Et puis d'un coup, j'ai reconnu le lieu de mes cauchemars. C'est vraiment. Il y a 1 page et demie. Moi, alors c'est différent quand on le lit, je pense que quand on l'écoute. Je rentre plus facilement dedans parce que j'ai toujours rêvé de Venise et je ne le savais pas. Déjà, ça m'intrigue cette répétition en fait. Et je me dis, tiens, il va se passer quoi? Elle a rêvé de quelque chose, mais de quoi? Enfin, et après,
c'est assez concret toujours. C'est une écriture assez parlée de ben voilà, j'ai rien à faire, ma mère elle est comme si. Enfin, il y a plein de détails comme ça, mais ça me donne pas mal d'informations. C'est pas que du descriptif. Puis j'ai un peu de Venise, comment elle ressent. C'est pas tellement la description de Venise, mais comment elle le ressent. Elle a déposé. Et puis la façon aussi, ce qu'elle décrit, c'est son état d'esprit. En gros, elle dépose tout, elle se, comment elle dit, elle se dépouille pour arriver à cette révélation, en fait, qu'elle n'attend pas, hein, mais il y a quelque chose qui se dessine, enfin, un destin qui se forge sans qu'elle sache vraiment pourquoi, et en même temps, il y a comme une intuition glauque depuis un moment. Euh, et en quittant la ferroviaire, j'ai un sentiment, un frémissement léger, diffus, une sorte d'intuition vague qui me titille sans parvenir à s'imposer. Et moi, je trouve que du coup, on met déjà il y a un truc qui va pas et qui se passe. Mais quoi? Donc, en ça, moi, je rentre assez directement dedans. Mais effectivement, elle donne à la fois des infos sur sa situation de jeune femme. Ça va pas mal, ça va pas bien, ça va pas mal. Mais il y a quelque chose qui la poursuit. C'est comme si elle n'avait pas su s'installer dans sa vie. C'est comme si ben, elle décroche un peu de tout. Elle se décroche de ses parents ont refait leur vie. On dirait qu'elle flotte un peu. Ça me dit pas mal de choses sur le personnage. Et puis du coup, sachant ça, je rentre dans l'histoire et je comprends mieux qu'est-ce que c'est ce personnage à partir du fait que ben, pendant toute sa vie, elle lutte contre quelque chose et une sorte de séparation d'origine, en fait, une séparation originelle. Voilà. Je trouvais que c'était le jumeau, l'histoire gémellaire, c'était amusant de la mélanger à une ville un peu originelle aussi, une ville d'eau, une ville. Donc, je trouve qu'on peut lire sur plusieurs degrés cette nouvelle. Et c'est ça qui peut être intéressant aussi. Vous pouvez vous amuser à voir que vous pouvez descendre dans les informations et donner une atmosphère, des choses comme ça. Voilà. Alors, je regarde, cette fois-ci, on arrive un petit peu, on arrive au bout. Donc, je n'ai pas le temps de vous en faire une dernière. Mais je vais vous en mettre, je vais essayer de regarder qu'est-ce qui pêche à ce lien. Et surtout, dites-le moi si ça, je vais vous le renvoyer, dites-le moi si ça n'a pas fonctionné, d'accord? Donc, je vais m'arranger pour vous transmettre Isabelle de Marie Dariussec, en tout cas dans Zo. Et peut-être un deuxième de cette même Marie Dariussec qui est euh, qui est une nouvelle où on ne comprend pas du tout de quoi il s'agit au début. Donc c'est vraiment du flou, et ce n'est qu'à la fin qu'on comprend de quoi il s'agit, même si on commence à réaliser à peu près de quoi il s'agit. On a des petites informations, mais c'est vraiment à la fin qu'on a la réponse. Donc c'est amusant comme construction. Tu parlais un peu d'une construction comme ça, Sophie, donc ça peut te donner peut-être des indications. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Ou est-ce que vous vous sentez encouragé suffisamment? Est-ce que est-ce qu'il y a une sensation d'obstacle? Parce que vous pouvez éventuellement, on peut juste parler des obstacles que vous ressentez pour le moment, parce que je peux peut-être vous donner quelques petits tuyaux pour les dépasser. Je ne sais pas si vous avez un sentiment d'obstacle ou pas. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire maintenant, parce que je peux peut-être vous aider. Laure? Non. Je te vois, j'ai l'impression que... Non. Non, c'est ce qui m'amène ici, en fait. Mais c'est lié juste à moi et à mon écriture. Jusqu'à maintenant, j'ai écrit, comment dire, euh, quelque chose de l'ordre d'un témoignage, des choses comme ça. Et là, j'aimerais arriver à un objet purement fiction. Et c'est un grand challenge pour moi. Voilà. Et, et en fait, comme l'écriture est rentrée dans ma vie par la prescription d'un psychiatre, elle est venue soigner. Et aujourd'hui, elle occupe une toute autre place.
Et il y a quelque chose encore qui a pas switché dans... Enfin, je sais pas comment dire. Mhm. Voilà. Euh, oui, c'est alors la difficulté pour se détacher un peu de soi, c'est faire un pas de côté, c'est essayer de voir, de se voir de l'extérieur. Donc Oui, voilà, de voir l'histoire de l'extérieur, comment on pourrait l'imaginer de l'extérieur, tu vois, te mettre vraiment. Surtout, n'utilise pas de jeu dans ce cas-là. j'ai choisi. De toutes les manières, elle, c'est la première fois que je vais faire ça. Ouais. Et donc, c'est un challenge qui va m'offrir une posture d'observateur, effectivement. Voilà, donc c'est simplement, mais je pense que c'est un grand pas qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est juste, voilà. Et puis, donc, il faut aller vers l'universalité pour que tout le monde puisse se reconnaître dans cette histoire-là. Mais après, personne ne sait quelle est la part de votre histoire dans la fiction, hein. Ça, c'est l'intérêt de l'écriture, quoi. Et on met toujours de soi dans des fictions. Oui, Voilà. oui. Mais voilà. Mais donc, je vous invite vraiment à mettre cette semaine à plonger dedans et à Mm. m'envoyer quelque chose au plus tard jeudi. Même si vous n'en êtes pas content, même si c'est pas fini, c'est pas grave. Je peux déjà vous donner des éléments pour que vous avanciez. Ok. Et Sophie, toi qui as déjà tout écrit, c'est la consigne, parce que je ne me suis pas prêtée au jeu de voir le nombre de caractères ou de signaux, etc. Enfin, ça fait combien de pages, en fait, juste dans une police normale, juste pour savoir c'est quoi, comme ça. Ça peut Ça fait, donner... normalement, ça fait 3 pages, je crois, mais moi c'est toujours mon problème. J'écris vite, mais court. Donc, moi, j'ai 1 page et demie, donc c'est pas assez. Enfin, Oui, c'est ça. ça veut dire qu'il n'y a pas assez de détails, quoi. Alors, allez revoir les signes. Alors, en fait, vous avez, j'ai un doute là sur le nombre de pages. Il me semble que ça fait entre 3 et 5 cette année. Ouais. Mais en tout cas, dans le règlement, Laure, tu as le nombre de signes et tu Ouais. verras combien, quand tu regardes, tu sais, quand tu écris sur l'ordinateur, il y a une touche en bas qui te permet de savoir à combien de signes tu es. Oui, 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 mais c'était pour... Enfin, Voilà. Pour avoir ouais, une idée. Comme ouais. ça a changé plusieurs fois, j'ai un doute, mais dans le document, tu le verras, dans le règlement. Il C'est est... entre 10 000 et 12 000 caractères. Oui. Euh, mais sur Word, je regarde, il y a écrit les mots. Mais quand il Ouais. parle des mots, est-ce que ça prend en compte la ponctuation? Non, c'est tout. Alors, en général, c'est tout compris. Les espaces, etc., c'est compris. Ok. Les caractères comprennent les espaces, oui, et la ponctuation et tout ça, hein, et les caractères, c'est pas les mots, c'est pas la même chose. Ouais, Non, ouais, d'accord. non, non. Ouais, parce que là, sur Word, je vois les mots. Il faudrait que je regarde comment faire pour voir les caractères. Ah, mais c'est la ligne juste en dessous. Normalement, Ok. tu as tout indiqué. Tu dois avoir les mots. En dessous, tu dois avoir les caractères. Enfin, le nombre de caractères, espaces compris. Voilà. Très bien. Ah, écoutez, je vous souhaite une bonne écriture Super, et, Merci. merci. et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.